Très bien. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Moi, je voudrais effectivement rejoindre ce que vous avez dit en introduction sur les conditions dans lesquelles se sont passés l'examen de ce projet de loi de finances pour 2016, puisqu'on a eu le texte la semaine dernière. Donc, je voudrais, si vous le permettez, remercier les administrateurs et je souhaiterais que ce soit inscrit au compte-rendu. Parce que, juste quand même pour vous dire, depuis dimanche soir, ils ont fait des nuits blanches pour certains jusqu'à 4h ou 5h du matin. Donc, il y a quelques cernes, mais ce n'est pas très grave sur les cernes. Mais quand même, je voudrais me permettre d'insister sur ce point. Et je souhaiterais que ça figure au compte-rendu, même si ce n'est pas constitutionnel ou je ne sais quoi, ou ce n'est pas dans le règlement. Parce que, effectivement, traiter des masses de données financières comme nous avons... comme vous le savez, qui peuvent être compliqués, avoir des retours, c'est extrêmement difficile. Et là, je le redis, enfin, je veux leur renouveler mes remerciements. Et j'espère que les nuits prochaines seront plus longues pour eux, parce que certains ont fini ce matin à 5h du matin, donc je me permets de le préciser. On peut les... J'ajoute que, même si ça a un côté répressif, nous avons exactement le même problème côté division A au titre de l'examen article 40. Là aussi, bon, les administrateurs passent des nuits blanches bon, à examiner la recevabilité des amendements. Du coup, avec l'autorisation du président, on se permet de... on vous a mis un PowerPoint que je vais passer rapidement pour donner quelques éclairages sur des questions qui reviennent de manière assez répétitive dans cette commission des finances et pour essayer d'y apporter un éclairage. Et bien entendu, toutes les questions sont ouvertes. Alors, le premier, c'est un rappel. C'est un rappel des grandes masses État, sécurité sociale, administration des collectivités locales pour 2016, avec les chiffres, puisque je sais que notre président est très friand de cette présentation, avec des chiffres en euros sonnants et trébuchants et pas qu'en pourcentage du PIB. Donc ça, c'est juste un rappel pour avoir les grandes masses en tête entre l'État, les collectivités locales et la sécurité sociale. Ce sont les données qui sont dans le PLF. Deuxième transparence, c'est l'évolution, pour le coup c'est moi qui aime bien ce graphe, de l'évolution des dépenses publiques. Donc je me suis permis de mettre une petite ligne à 2012 où on voit que c'est plus plat après 2012 qu'avant sur l'évolution des dépenses publiques puisque le rythme de progression a été divisé par 2. Alors au prix d'importantes économies et on voit qu'effectivement on approche une stabilisation de la dépense publique on fait la somme de l'ensemble des dépenses publiques. Troisième transparence, c'est l'évolution, vous savez, par année en milliards d'euros, l'unité est en bas, par État, collectivité locale, sécurité sociale, en intégrant ou pas les crédits d'impôt, puisque vous savez qu'avec la norme 2010, les crédits d'impôt sont réintégrés dans la dépense publique. Donc on voit qu'il y a une petite différence sur l'année 2012-2017. Enfin, on les a retraités. Et donc vous voyez, ce sont les évolutions de la dépense publique annuelles par différentes catégories d'administration. Donc je précise bien, ce sont des évolutions annuelles. En montant en milliards d'euros. L'unité est indiquée en bas. Alors, ce transparent-là, c'est un exercice qu'on a essayé de faire, qui vaut ce qu'il vaut, puisque dans le débat public, on entend dire que les 50 milliards d'économies ne seraient pas des économies, puisque les dépenses publiques n'ont pas de baissé ou ne baissent pas de 50 milliards, ce qui est assez logique quand on parle d'économie. Donc, on a tenté de décomposer ces 50 milliards entre ce qui est de la vraie réduction de dépenses, c'est-à-dire une économie. Le budget de l'année d'après est inférieur au budget passé, donc ça c'est de la vraie économie, il y a eu des baisses de dépenses. Et ce qui est de l'effort budgétaire, c'est-à-dire comment on contient la tendance. Pardon, ça a passé trop vite. Comment on contient la tendance, puisqu'on sait que les dépenses publiques, le ministre l'a redit la semaine dernière, il y a 200 000 Français de plus chaque année, donc, et en plus on vieillit, donc forcément il y a des dépenses publiques qui augmentent, notamment côté Sécu. C'est la contention de la tendance, oui. C'est ce que j'ai mis. Enfin,
Non. La réduction de dépenses, c'est l'économie, et l'effort budgétaire, c'est on enraye la dynamique. Bon, c'est un exercice c'est une première, donc ça vaut ce que ça vaut. Pour faire les économies, c'est une somme. Donc ça, voilà, c'est faire des sommes. C'est une somme, quand on a regardé l'ensemble des budgets, ce qui avait diminué d'une année sur l'autre, et on l'a sommé. Donc vous voyez par exemple que pour l'année, la réduction de dépenses, en 2015, on a eu 11 milliards, et sur 2016, on serait à 5,95. Les 11 milliards, ça vient essentiellement du fait que l'année dernière, vous savez, on a rajouté 4 milliards d'économies en cours d'année, enfin en cours d'année, cette année, qui ont été prévues. Et c'est ce qui fait que ça a augmenté la vraie économie par rapport au fait qu'on enraye la dépense. Alors, c'est une première qu'on a faite un peu vite cette semaine, qui visera, mais ça donne des ordres de grandeur. Est-ce qu'on peut nous rappeler les hypothèses tendancielles de 2016 ? Alors, c'est 2,5 sur la dépense publique. Oui, d'évolution. C'est 1 d'inflation et un 5 qui correspond à l'évolution. Voilà. Par exemple, sur l'Ondam, c'est 3,6, alors qu'il est budgété à 1,75. Pour 2016. Pour 2016, oui. Donc ça donne un ordre de grandeur qui permet de dire... et la somme fait 50 milliards. Voilà. Autre point, c'est le déficit nominal et le déficit structurel. Donc pour arriver d'un déficit nominal de 3,8 à 3,3, ça représente un effort qu'il faut trouver quelque part de 10 milliards d'euros. Donc on a regardé dans la proposition de PLF du gouvernement comment on arrivait à récupérer ces 10 milliards d'euros pour faire baisser de 0,5 points de PIB le solde nominal. Alors, il y a une évolution spontanée des recettes, donc qui fait 1% d'inflation et 1,5 de croissance. Quand vous appliquez ce ratio, que vous faites une règle de 3, vous tombez à peu près sur les 23 milliards d'euros. C'est les hypothèses qui sont retenues pour la construction de ce budget. Et sur la progression des dépenses, il y a 30 milliards d'évolution spontanée, moins les 16 de réduction, ce qui vous fait 14. Donc, si vous faites 23,8 moins 14, on retrouve grosso modo les 10. C'est vraiment pour donner des ordres de grandeur sur la manière dont le budget 2016 est construit. J'imagine qu'il y aura des questions sur les hypothèses. Non, mais j'imagine qu'il y aura des questions sur les hypothèses. Je dis juste que les hypothèses sous-jacentes, c'est 1,5 en volume de croissance, 1% d'inflation. Donc on sait que c'est peut-être un peu plus que ce qui peut exister, mais enfin, j'imagine qu'on aura ce débat. Et il y a des hypothèses d'élasticité des recettes qui ont été légèrement revues à la hausse. C'est ce qui fait le bouclage sur la réduction du déficit nominal. Un article qui vient sur l'article 21, alors mais ça s'inscrit toujours là-dessus, c'est le fait que l'État compense, vous savez, un certain nombre d'exonérations qui sont votées côté du budget de la sécurité sociale, mais qui reviennent dans le budget de l'État. Et pour cette année, il y a une augmentation de 5,3 milliards d'euros des compensations que l'État assure pour la sécurité sociale. Donc dans ce premier tableau, on a mis l'ensemble des compensations que l'État fait au budget de la sécurité sociale. Et dans le deuxième tableau, on a mis le montant, par exemple, des exonérations qui existent côté sécurité sociale et qui, elles, ne sont pas compensées. Vous voyez que la dette de l'État vis-à-vis de la sécurité sociale est faible, ce qui signifie que sur ce qui doit être compensé, la compensation se fait de manière plutôt de manière satisfaisante. Voilà. Il faut le dire. Alors, c'est par exemple, il y a des exonérations, je peux vous donner la liste, il y a des exonérations particulières. Ah, maintenant, je ne l'ai pas prise, du coup. C'est vous qui l'avez ? Sur, par exemple, des travailleurs handicapés, il y a des exonérations qui sont prévues au budget de la Sécu, mais qui ne sont pas compensées par l'État. Et on va vous donner la liste, on le mettra dans le rapport. Oui, il y a une question, Gilles. Oui. Sur la dette, au-delà de la sécurité, le statut des lettres de créance ou des échanges de lettres, est-ce que c'est intégré à la dette et est-ce qu'on a un bon suivi de ces manières de faire? Je pense à la dette de l'État vis-à-vis d'EDF du fait du niveau insuffisant de la CSPE. Donc il y a une lettre par laquelle l'État reconnaît, ou un échange de courrier avec EDF,
Je crois que dans les comptes de l'État salé, mais on vérifiera quand même dans le cadre du rapport spécial qui existe sur les relations financières, ou je ne sais plus comment il s'appelle, engagement financier de l'État. Mais oui. Oui. Du point de vue méthodologique, moi je voulais vous féliciter, Madame le rapporteur, d'avoir essayé enfin d'y voir clair sur les 16 milliards, qui est la réalité des dépenses inventoriées, puisque le Haut Conseil, comme la Cour des comptes, nous dit mais on ne trouve jamais les montants inventoriés. Donc vous avez fait le travail. Simplement une petite réserve méthodologique sur les administrations locales, parce que vous avez mis 3,5 de réduction de dépenses. Je me tue à dire que non. Oui, mais en consolidé, le problème, c'est comment vont réagir les collectivités territoriales à la baisse. Moi, je pense que s'il y a 1,5 milliard à 2 milliards, parce qu'en consolidé, c'est ça la question. Et ça dépend du comportement des élus locaux. Avec vous que réduire la dotation des collectivités ne signifie pas nécessairement une réduction de dépenses au global. Alors là, c'est un choix. Non mais je suis parfaitement d'accord avec vous que ça gagne à être affiné. C'était juste dans l'idée d'avoir un peu une pitch. Dans le même sens là pour les collectivités, moi je pense que ce qui a été anticipé et ce qui est logique, c'est la dépense d'investissement. Et elle est dans le volume global, parce que l'État ne considère pas, ne fait pas la distinction entre les deux. Donc la baisse, elle va avoir lieu. Elle a d'ailleurs été annoncée par l'État. C'est dans les attendus là du PLF. Donc on l'a. Bon, après, l'autre chose par contre, c'est que dire qu'il n'y a pas d'effort budgétaire. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas d'effort budgétaire. C'est-à-dire que ça sous-entendrait que nos dépenses, elles, vont continuer de croître au rythme de l'inflation, enfin du PIB nominal. Ce qui alors là, par contre, me paraît à contrario... Question, vous voulez peut-être expliquer, je suis arrivé en retard. Sur page 5, sur votre dépense publique, le 2.3, pourquoi en 2012-2017, par exemple, les 15,5 ne sont pas expliqués après par... enfin, le cumul ne fonctionne pas. État, ODAC, collectivité, sécurité sociale, ça ne fait pas 15,5. C'est une variation. Ça fonctionne pour le reste. Un bug. Le total est bon, mais je suis sûre que c'est un bug. Oui, oui. C'est vrai aussi pour 2015-2016, c'est vrai pour la colonne. Je suis d'accord avec vous. Je pense que c'est un bug sur la somme. Par contre, le total est bon parce que c'est les chiffres INSEE qu'on a repris. Est-ce que tous les chiffres sont comme ça ou est-ce que c'est juste un bug là, sur ce transparent? Secours la rapporteure générale, les chiffres m'ont l'air tout à fait vraisemblables. Hein, ouais. Je note qu'ils sont exacts pour notre période, donc je m'inquiétais un peu sur la... Non, comme je l'ai dit en introduction, il est possible qu'il reste des bugs. Et là, il y en a un, mais pour le total, j'en suis certaine, parce que c'est vraiment les variations INSEE, pour le coup. Et après, c'est à chaque fois qu'on a refait des décompositions, il peut y avoir... voilà. Et en volume. Alors, si je continue, le deuxième volet, c'est sur l'impôt des ménages, l'impôt sur le revenu des ménages. Donc, on a mis un tableau qui est très moche, mais celui-là, on l'a eu à 1h du matin, donc on n'a pas eu le temps de le refaire proprement. C'est le bilan de la campagne 2015 avec le nombre de foyers fiscaux qui ont bénéficié de la réduction d'impôts, ceux qui sont devenus non imposés, à l'intérieur des déciles de revenus de référence, de revenus fiscal de référence, mais qui n'intègrent pas les parts. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a, dans un certain nombre de déciles plus élevés, il y a des foyers fiscaux qui sont devenus non imposables. Ça résulte du fait que ce sont essentiellement des foyers avec plusieurs parts fiscales. Donc je vous l'ai mis comme ça, il est encore à ce stade un peu insatisfaisant, mais on le complétera pour le rapport pour la séance. Alors, on a intégré, on a tenté, en faisant des simulations, donc ça ce sont des simulations commission des finances, sur l'évolution de l'impôt sur le revenu, sur différentes cas de figure, en intégrant toutes les réformes qui ont été menées depuis 2012. Donc en abscisse, vous avez le nombre de parts. On a pris le cas
Donc vous voyez, on a pris différents cas avec les nombres de parts sur l'impôt sur le revenu payé en 2013, l'entrée dans l'impôt sur le revenu. Donc vous voyez qu'un célibataire... J'ai dû m'inverser. Je l'ai inversé celui-là, non ? Donc vous voyez, ce qu'on a mis, c'est qu'un célibataire, en 2013, commençait à payer de l'impôt sur le revenu s'il avait un revenu de 13 490 €. Et avec la réforme proposée à l'article 2, il commencera à payer de l'impôt sur le revenu si son revenu dépasse 16 341 €. Là, c'est les revenus, il faut enlever pour le revenu fiscal de référence, c'est un peu inférieur quand on prend les déductions. Sur un couple avec 2 enfants, on voit qu'il commence à payer de l'impôt sur le revenu en 2013 à partir de 27 160 € et en 2016, ce sera 41 317 €. Donc sur le graphe, on a fait les simulations pour des foyers avec un nombre de parts. Et vous voyez que l'entrée dans l'impôt, c'est la courbe bleu clair pour 2016, se fait beaucoup plus tardivement qu'elle ne se faisait en 2013. Donc la courbe rouge, c'est l'impôt payé en 2013 au titre des revenus 2012, et la courbe bleu clair, c'est la simulation avec la réforme qui est proposée via l'article 2. La réforme qui est proposée au travers de l'article 2, c'est 2 choses. C'est une entrée plus tardive dans l'impôt sur le revenu, mais c'est aussi une dépantification. C'était une remarque de M. De Courson l'année dernière, où le revenu marginal, c'est-à-dire 100 € de plus de revenus, était taxé à 28 €, à 28%, donc à 28 €. Là, c'est rebaissé un peu, puisque ça descend à 24,5%. Donc, je précise ce qui est dans l'article 2. La réforme proposée, elle vise à faire baisser l'impôt sur le revenu de 8 millions de foyers fiscaux, parmi lesquels 5 millions ont déjà bénéficié de la réduction en septembre 2015 et 3 millions de nouveaux foyers fiscaux seraient concernés. Vous avez la distribution dans le petit tableau qui nous a été remis par Bercy. Alors après, dans les transparents suivants, on montre différents cas de figure selon les revenus annuels d'un couple marié avec 2 enfants, d'un retraité qui a eu 3 enfants et qui n'est pas concerné par la demi-part. Et on voit donc pour chacun des niveaux de revenus de combien le montant de l'impôt sur le revenu 2016 est inférieur ou supérieur à 2012 avec les différentes réformes. Donc vous voyez, par exemple, 27 000 € pour un couple avec 2 enfants, il y a la PPE qui intervient. On a fait un choix de PPE, c'est une hypothèse pour ce graphe qui permet de voir l'évolution en fonction des différents revenus. Donc vous avez un couple marié avec 2 enfants, un couple marié avec 2 enfants qui est concerné par la fiscalisation de la part employeur de la complémentaire santé. C'est le deuxième transparent, donc tant qu'il est à 47 000 €, il continue à payer moins d'impôts qu'en 2012, en revenu annuel total. Et vous avez un exemple sur un retraité qui a eu 3 enfants et qui n'était pas impacté par la demi-part. Donc ça, ce sont des simulations, j'imagine qu'on en discutera au cours de l'article 2. Dans ce PLF, je vais avancer pour qu'on puisse passer évidemment au débat, il y a des mesures pour les entreprises qui représentent à peu près 200 millions d'euros de dépenses pour l'État, enfin en tout cas de moindre rentrée, vous l'appelez comme vous voulez, c'est un impact de 200 millions d'euros, avec notamment l'article 4 qui vise à limiter les effets de seuil pour les PME. Vous savez, quand on est entre 9, 10 et 11, il y a une rationalisation qui est voulue par l'article 4. Donc au total, le montant total sur cette première partie, ça fait grosso modo 200 millions d'euros. Sur les collectivités locales, plusieurs choses en partie 1, sachant qu'il y a de grosses réformes qui figurent à la partie 2, qui sont les articles 58 et 59 sur la réforme de la DGF et sur la création d'un fonds d'aide à l'investissement local. Donc sur toutes ces parties, sur la première partie, c'est essentiellement le montant DGF, la réduction, mais bon, on va en aborder au cours de l'article. On a fait un petit point puisque, enfin, une petite somme, comme il y a la COP21 qui s'annonce, de l'ensemble de l'effort, ce qu'on peut appeler écologique ou transition énergétique, qui est mené à la fois, donc il y a bien sûr le budget du ministère de l'écologie, mais il y a tous les crédits d'impôt qui sont mis en place, il y a les impôts, sachant qu'on a mis la TICPE dedans,
parce qu'on considère quand même que c'est un effort global pour ce qui peut s'appeler la transition ou l'écologie, enfin vous l'appelez comme vous voulez. Donc on voit, contrairement à ce que je peux entendre ici ou là, que le montant depuis 2012 a progressé quand on intègre tout et pas évidemment uniquement le budget du ministère de l'écologie. Et dernier point qui peut-être va donner lieu à discussion entre nous, ce sont les taxes affectées. Donc ce qu'on voit sur ces montants de taxes affectées, c'est qu'elles elles continuent d'augmenter, elles ont une dynamique assez importante, puisqu'entre 2007 et 2012, elles ont progressé de 23%. Là, on voit une progression de 244 milliards à 260. On a mis la part qui était sous plafond, parce que dans cette commission, on parle beaucoup des taxes affectées et des plafonds. Mais on voit que les plafonnements sont quand même, c'est 3 milliards sur 244 en 2012. Et avec le PLF 2016, on arriverait à 8,7 milliards sur 260. Et en dessous, vous avez le nombre de taxes qui sont concernées, qui sont plafonnées, sachant que pourquoi il n'y en a pas plus, c'est parce qu'il y en a une grosse partie qui est cotée c'est sécurité sociale. Voilà. Comme la taxe sur les salaires. Donc effectivement, oui, et c'est ça l'explication. Non, mais ça replace le débat sur l'ensemble de ce qui peut exister sur les taxes affectées. Voilà, Monsieur le Président, pour cette présentation succincte. Merci beaucoup.